tous et bienvenue dans cette salle Conchon à Clermont. Au nom de l'Institut d'Histoire Sociale CGT du département, on est particulièrement content de vous recevoir dans le cadre de cette initiative consacrée à un personnage qui a beaucoup marqué le mouvement ouvrier, mouvement syndical et mouvement politique. Je parle de Robert Marchadier. Durant cette journée, nous avons organisé une exposition photo dans le hall de cette salle, la présentation d'une brochure qui s'appelle « Mémoire militante, l'individuel et collectif ». C'est une collection que nous avons créée dans le cadre du travail de l'Institut d'Histoire Sociale CGT. Cette brochure est consacrée à Robert Marchadier et pour une large part, elle a été écrite par Éric Pantoux. Je veux simplement dire que la CGT a toujours accordé dans son fonctionnement une place importante à l'histoire sociale, une place non négligeable dans son activité. Je voudrais simplement préciser qu'en se constituant d'une certaine façon en association, mais avec une certaine autonomie en indépendance par rapport à la CGT, nous n'entendons absolument pas commettre ici une histoire officielle, parce que nous savons que dès l'instant où on s'adresse et où on s'intéresse à ces choses-là, il y a bien souvent une part de lumière et une part d'ombre. Et je crois aussi que sur ce personnage, ce leader du mouvement ouvrier dans ce département, il existe aussi des périodes d'ombre et des périodes de lumière. Donc je ne vais pas en dire plus, puisque vous êtes venus ici pour écouter Éric Pantoux, universitaire que vous connaissez les uns et les autres, qui est aussi membre de l'IHS, de l'Institut d'Histoire Sociale CGT, membre du bureau de notre IHS, et correspondant du Letron dans ce département. Et sans plus tarder, comme vous êtes venu l'écouter, je lui laisse la parole pour vous présenter quel a été ce personnage. Éric. Alors, on n'a pas donné le délai, je vais essayer de tenir dans un délai d'1 heure. J'espère, vous serez là pour me rappeler si je dépasse, je ne pense pas, mais pour laisser après la parole aussi à la salle, évidemment, parce que j'espère que cette intervention suscitera des réactions. Alors, je voudrais dire d'emblée que je suis heureux d'aborder aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de parler de Robert Marchadier, qui effectivement a marqué de son empreinte l'histoire des luttes sociales de ce département. Je tiens aussi à remercier mes camarades de l'IHS CGT, et en particulier Maurice, à mes côtés, son président, d'avoir soutenu d'emblée l'idée de cette initiative aujourd'hui, initiative donc, qui se traduit par à la fois cette exposition sur les photos du Front populaire, issues notamment des archives de militants, et puis cette brochure sur Robert Marchadier. Je voudrais dire aussi que j'ai une pensée ce soir pour Marie-Thérèse, l'épouse de Robert, qui est décédée en début d'année 2019. Marie-Thérèse qui a porté toute sa vie la mémoire de Robert et qui notamment avait été à l'initiative du nom de rue donné à Robert en 1981, je crois, juste après la victoire socialiste de 81. Alors pourquoi Robert Marchadier, pourquoi ce militant et pourquoi aujourd'hui? D'abord, quand on évoque Robert Marchadier, au-delà des hautes responsabilités nationales et départementales qu'il a pu avoir, notamment après-guerre, on pense surtout à Michelin et à la période du Front populaire. C'est donc à travers son portrait revenir sur l'importance de cette entreprise dans la vie locale et en s'appuyant sur la mémoire de Robert Marchadier, qui a laissé pas mal de traces, rappeler la dureté des conditions de travail, rappeler aussi l'impossibilité jusqu'en 1936 pour les militants de s'organiser syndicalement ou politiquement, toute chose que vous n'entendrez pas dans la presse, dans les discours des politiques ou dans les livres publiés régulièrement par Michelin. Ensuite, parce que Robert Marchadier, en étant à l'origine de la première grève jamais déclenchée à l'intérieur des usines Michelin en février 1936, puis en devenant secrétaire d'un syndicat qui a rapidement accueilli plus de 6000 militants dès la fin de l'été 1936, a incarné la résistance à la toute-puissance de Michelin
et l'émergence d'un syndicalisme de masse. Il est bientôt devenu le symbole de la répression patronale et gouvernementale en étant licencié dès février 1936, en étant ensuite, à la suite de la grève générale du 30 novembre 1938, le militant français le plus lourdement condamné à la prison. Puis, sous le régime de Pétain, il a été le premier condamné à mort politique en zone sud dès septembre 1941. Oui, effectivement, comme le dit le titre de cette conférence, Marchadier fit trembler Michelin par son action, mais surtout évidemment par la force organisée qu'il représentait, et j'insisterai évidemment là-dessus. S'il a été si lourdement condamné, c'est parce que c'était un leader qui tirait sa légitimité de son militantisme. Et je présenterai donc quelques caractéristiques de ce que la notion de militantisme recouvre, et je reviendrai plus en détail sur quelques grandes mobilisations des Michelins à la tête desquelles Marchadier Robert était. Enfin, il a paru important à l'IHS d'évoquer Robert Marchadier pour réhabiliter dans une certaine façon ce militant, car s'il fut notamment au moment de la Libération célébré par le Parti communiste et la CGT comme le héros de la classe ouvrière clermontoise, son histoire fut ensuite progressivement effacée, voire salie au sein de la mémoire ouvrière de ce département, après qu'on l'ait poussé à démissionner en 1955. En l'absence des principales archives concernant cette mise à l'écart, j'émettrai néanmoins quelques hypothèses à ce propos. Alors, il ne s'agit pas ici de faire un exposé reprenant strictement le contenu de la brochure, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Il s'agit quand même d'évoquer évidemment les grandes étapes de la vie de Robert Marchadier, et puis aussi, j'espère, de susciter des réactions et un débat faisant le lien avec la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Je crois que nous sommes dans une période marquée par la remise en cause sans précédent des acquis de la jeunesse et des travailleurs de ce pays. On est une époque marquée par la criminalisation du mouvement ouvrier et de la montée de la violence policière contre le mouvement social. Il m'a paru donc important d'évoquer comment les grèves avec occupation, un syndicalisme de masse au sein d'une centrale unique, ont contribué à arracher ces acquis, et comment aussi, à l'exemple de 1948 et des grèves chez Bergougnan, ou 1950, les ouvriers se sont organisés pour répliquer aux violences des CRS. Alors, voici mon introduction. Je commence donc sur la vie de Robert Marchadier. Alors, il est très difficile aujourd'hui d'imaginer ce qu'a pu représenter Robert Marchadier pour les travailleurs et travailleuses de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme, et les travailleurs de Michelin en particulier. Il fut le héros du Front populaire, de la résistance, le leader d'une CGT toute puissante. Ce sont des éléments qui sont constitutifs de son image de héros clermontois, accueilli très triomphalement par plusieurs dizaines de milliers de personnes à son retour de Dachau en 1945. Quelques semaines avant qu'il devienne le premier Puy-de-Dômois élu au comité central du Parti communiste, puis qu'il devienne en 1946, janvier, le premier communiste secrétaire général de l'Union départementale CGT. Il est l'objet à cette époque-là d'un quasi-culte de la personnalité de la part de la direction du Parti communiste, et au lendemain de la Libération, beaucoup le présentaient comme Dieu tout-puissant dans le département. Pour expliquer cette ascension, il est donc important de revenir sur son parcours, mais aussi sur ce qu'était Michelin au début des années 30 et les obstacles innombrables à l'organisation des travailleurs. Alors, les racines de Robert Marchadier, elles sont à la fois paysannes et ouvrières de la région de Thiers. Il est né donc en 1911 à Clermont-Ferrand, et dès l'âge de 6 mois, sa mère étant malade, il a été placé chez ses grands-parents et élevé donc jusqu'à l'âge de 10 ans par ses grands-parents d'origine ouvrière, forgeron pour l'un, cheminot pour l'autre, et il a vécu donc dans le hameau de Courty, à côté de Thiers, jusqu'à 10 ans. Date à laquelle il rejoignit ses parents à Clermont-Ferrand. Son père était ouvrier Michelin, et il a fait partie des charrettes de licenciement massif de la fin des années 20
En l'occurrence, il a été licencié en 1930. Il faut savoir que Michelin, entre 1926, où il y avait 18 000 salariés, et 1931, où il n'y avait plus que 9 500 salariés. Donc 8 500 licenciements en quelques années chez Michelin. Vous imaginez le traumatisme que cela a causé, avec tous les emplois que ça induisait derrière. Et tout ça, ça s'est, je dirais, réfracté au moment de juin 1936. Donc le jeune Robert, il intègre le milieu des Bibes, que vous connaissez tous. Je les rappelle, qu'est-ce que c'était à ce moment-là, le milieu des Bibes. C'était une contre-société, avec évidemment pour les enfants les écoles Michelin, avec le catéchisme et les prières chaque matin pour la bonne santé d'Édouard, le fondateur. Le club sportif, chez qui les enfants étaient, la coopérative Michelin, où il fallait acheter aussi, c'est-à-dire qu'on était dans un circuit fermé, les cités Michelin, les œuvres sociales Michelin, qui contribuaient aussi à renforcer le lien entre l'entreprise et les salariés. Tout cela concourait donc à renforcer cet attachement des ouvriers et aussi, plus encore, des enfants grâce aux écoles Michelin. Alors Robert se manifeste par, c'était un enfant intelligent, travailleur, et qui avait des très bons résultats scolaires. À 15 ans, il avait l'espoir de devenir ingénieur en intégrant justement Michelin et pouvoir progresser dans la carrière grâce aux possibilités qui étaient effectivement offertes à ce moment-là pour ceux qui étaient doués. Malheureusement pour lui, sa mère n'entendait pas ainsi. Et donc, à l'âge de 15 ans, elle le plaça à ce qu'on appelle la mission, c'est-à-dire l'école d'apprentissage Michelin, où il resta pendant 3 ans, où il devint électricien. Alors, Marchadier donc, est resté salarié pendant 10 ans chez Michelin, et donc il a connu la grande période des licenciements, et puis aussi celle du renforcement de la répression patronale, que j'évoquerai plus tard. Il a été un témoin de ces changements et a laissé à ce propos plusieurs dizaines de pages manuscrites tout à fait passionnantes. Je vous en cite juste un passage. Robert Marchadier écrivait dans un style impeccable. Moi, j'ai lu des dizaines de pages de Marchadier, manuscrites, la plupart écrites en prison, en 1943 notamment. Je n'ai pas vu une seule faute en plusieurs dizaines de pages. Ça paraît extraordinaire aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ainsi. Alors, je vous cite une citation sur ces conditions chez Michelin. « Moi qui avais admiré le taylorisme en ce sens qu'il devait diminuer la fatigue de l'ouvrier, qui était partisan du chronométrage pour, par élimination des temps inutiles, accroître la production, je me voyais, en vertu de ces méthodes appliquées arbitrairement, rationalisées à l'extrême et poussées à une cadence folle de production qui ne me laissait ni trêve ni répit. Mieux, plus le travail augmentait en quantité, plus la paye diminuait. C'était le contraire de ce que j'avais appris et je commençais à me dresser contre cette exploitation du capital humain. » Alors ces descriptions, elles sont évidemment précieuses aujourd'hui quand on connaît tout ce qui est écrit sur Michelin. Alors, ce qui permet à Robert Marchadier notamment d'avoir une vision assez large de cette entreprise, c'est qu'il était électricien et il avait une liberté de circuler dans les services qui n'existaient pas et qui n'existent peut-être encore pas. Je pense chez Michelin, on ne circule pas comme ça librement d'un service à un autre, c'était extrêmement cloisonné. Et le fait d'être électricien lui permettait de travailler dans plusieurs services et donc de nouer des contacts avec plein d'ouvriers, de discuter et de bien connaître les conditions de travail. Et je crois que ça a été aussi un des éléments renforçant sa légitimité par rapport aux autres ouvriers. Il a bien vu notamment quelque chose de très sensible chez les ouvriers de l'époque, c'est l'insalubrité chez Michelin. Aujourd'hui, Michelin se veut le chantre de l'écologie, de la propreté. Je peux vous assurer, les témoignages sont unanimes, travailler chez Michelin, c'était travailler à la fois dans des conditions extrêmement difficiles, la cadence, mais surtout aussi les produits chimiques, les maladies professionnelles n'étaient pas reconnues, notamment le benzène. Et donc l'insalubrité était quelque chose qui a profondément marqué les conditions de travail des ouvriers. Et ça, Robert Marchadier l'explique très clairement. Et Marchadier essaye à un moment donné de convaincre des ouvriers de s'arranger entre eux pour essayer de diminuer les cadences qui ne cessaient d'augmenter, et s'apercevant qu'il n'arrivait pas à convaincre les ouvriers de s'unir parce que la division était alimentée par les contremaîtres.
eh bien, Michelin se convainc de la nécessité de s'organiser et il en arrive à la conclusion que c'est par le syndicalisme qu'il faut s'unir. Et il ignorait qu'il existait à cette époque-là un syndicat clandestin de la CGTU, de quelques unités seulement. Et donc c'est en se rendant à la Maison du Peuple qu'il écoute un discours de Vaillant Couturier, l'un des fondateurs du Parti communiste, un grand orateur. Et il avait été frappé par ses paroles, notamment sur la question de l'humanisme du communisme. Et Robert Marchadier a été, je crois, marqué par ces paroles toute sa vie. Et c'est donc à cette année-là, en 1932, qu'il adhère à la CGTU. Donc la CGTU, c'est la CGT unitaire, qui a été créée en 1921, qui est le produit d'une scission de la CGT, avec d'un côté, on va dire pour être schématique, les socialistes qui restent à la tête de la CGT, et la CGTU qui est alimentée, entre guillemets, par les communistes et aussi les syndicalistes révolutionnaires, les communistes prenant la direction du syndicat assez rapidement. Alors la CGTU, donc, elle est aussi faible soit-elle chez Michelin, eh bien, elle existe de façon clandestine, et ce sont des ouvriers du bâtiment qui viennent distribuer les tracts aux ouvriers Michelin devant les usines, par peur justement des salariés de se faire identifier et de se faire licencier. Robert Marchadier, sous le pseudonyme de Rau, va donc militer comme ça jusqu'à février 1936, de façon clandestine, et rentre au Parti communiste en 1933. Alors, il est rapidement repéré par un représentant du comité central qui vient à Clermont-Ferrand, perçoit bien qu'il a ici un militant qui est doué, et il faut dire que le Parti communiste, même s'il est très peu implanté dans les usines Michelin, il accorde beaucoup d'importance aux usines Michelin. L'hebdomadaire du Parti communiste, qui s'appelait à cette époque-là La Voix du Peuple, chaque semaine accordait une page, en tout cas le principal article du journal, en première page, était un article consacré à Michelin, aux conditions de travail, au taylorisme, à la répression patronale, pour essayer d'éveiller les consciences et de mobiliser et de recruter au sein de la CGT. Malheureusement, à cette époque-là, en vain. Et à la suite d'une dénonciation de certains militants, eh bien 7 militants qui constituaient la cellule communiste de la CGT Michelin sont renvoyés en 1930. Et dès l'année suivante, il n'y a plus suffisamment de militants pour créer une cellule, et donc la cellule disparaît proprement. Alors ils sont quelques-uns, comme Marchadier en 1933, à être militants, mais ils sont dispersés sans aucune structure. La situation de la CGT est guère meilleure, puisqu'elle ne compte que 8 membres à sa création en 1930, et en 1934, le début de la période dite du Front populaire, ils ne sont que 25 au début. Vous voyez l'état du syndicalisme. On verra tout à l'heure justement l'évolution profonde de 1936. Il n'y a jamais eu une seule grève déclenchée chez Michelin avant 1936. Certes, en 1920, il y a eu une grève qu'on a évoquée il y a 2 ans lors d'un colloque qui avait été organisé ici sur l'année 17. Eh bien, en 1920, il y a eu un appel à la grève nationale qui a été suivi, effectivement, c'était la première fois que les Michelins se lançaient en grève, mais cette grève, la caractéristique de cette grève, c'est qu'elle a été réprimée de façon à la fois par la justice et par la police et par le patronat qui a licencié, et Michelin en particulier a mis en place à la suite de cette grève ce qu'on a appelé une garde civique, c'est-à-dire plusieurs dizaines de cadres formés sportivement aux armes, au minimum des armes, et donc à même de s'opposer physiquement à toute organisation du mouvement ouvrier dans l'usine, et tout cela a pesé évidemment de façon très forte dans les années suivantes. Dans les années 30, ce n'est plus tellement la garde civique qui fait office de chien de garde de Michelin, ce sont les croix de feu, c'est-à-dire des membres de l'organisation créée par le colonel de Larocque, un mouvement classé à l'extrême droite, extrêmement hostile au mouvement ouvrier, et la caractéristique de Michelin, c'est que la famille Michelin faisait partie des bailleurs de fonds de Larocque. C'est donc dans ce contexte que le jeune Robert Marchadier, élevé dans l'univers Michelin, décide de s'engager à la CGTU et au Parti communiste, aux côtés d'une poignée d'autres. Alors, février 1936 est la date qui vraiment fait basculer la vie de Marchadier pour 2 raisons. D'abord, donc, le 24 février 1936, Henri Verde, qui est le secrétaire
du nouveau syndicat des produits chimiques, puisque à cette époque-là, ce n'est pas le caoutchouc à Clermont-Ferrand, ce n'est pas seulement Michelin, il y a notamment Bergougnan qui a plus de 2500 salariés, l'usine Torillon aussi qui a 800 salariés qui fermera en 1938, et d'autres petites usines. Et donc Henri Verde, qui à ce moment-là était salarié Michelin depuis 1920, un vieux militant, est renvoyé. Et une grève de solidarité, la première appelée donc à l'intérieur de l'usine, est appelée et Robert Marchalier se distingue en étant celui qui passe dans les ateliers. À cette époque-là, ce sont des métallos qui se mettent en grève, pas les caoutchoutiers. Et il fait débrayer quelques ateliers. Il essaye de faire débrayer aussi en allant, donc là c'est aux usines Catarou, il essaye d'aller au Carme. Et au Carme, il se trouve confronté à plusieurs dizaines de cadres hostiles qui physiquement le mettent dehors sans pour autant lever la main sur lui, parce que Marchalier, il faut le savoir, il impose le respect à la fois par sa présence, par sa parole, mais aussi par son physique. Il faut savoir qu'il a été vice-champion de France de boxe française en 1929, poids moyen, et ça peut aider effectivement quelquefois. Alors, le lendemain donc, de cette grève, Robert Marchalier est le porte-parole de la première délégation qui n'a jamais été reçue par la direction Michelin. Alors, il y avait une délégation en 1920, on va dire que c'est la deuxième, et donc il est le représentant des personnels. Le chef du personnel vient personnellement le voir et lui dit « Si vous continuez, vous serez licencié ». Il le prévient. Robert Marchalier continue néanmoins. Au fur et à mesure de la grève, elle s'essouffle. À la fin de la semaine, ils ne sont plus que quelques dizaines, alors qu'ils étaient 300 le premier jour. Au bout d'une semaine, Pierre Michelin, qui est donc le nouveau patron, le fils d'Édouard Michelin, patron par ailleurs de Citroën, puisque Michelin venait de racheter Citroën en 1935, donc on peut considérer que Pierre Michelin était le patron le plus puissant de France en 1936. Pierre Michelin donc s'engage à la fois à reconnaître l'existence du syndicat, à ne prendre aucune sanction pour grève et à mettre en place une commission d'études des maladies professionnelles. Et donc, après avoir fait ces déclarations, le travail reprend et le lendemain même, Pierre Michelin licencie 58 des grévistes et notamment la plupart de tous les membres du bureau syndical CGT créé quelques semaines auparavant. Donc la section syndicale est totalement décapitée. La réaction, évidemment, l'indignation est forte dans le mouvement ouvrier et aussi dans la montagne, qui était le journal des gauches à cette époque-là et qui s'en indignait. Marchalier se distingue justement en écrivant un article qui va apparaître dans la montagne, qui est, je crois, qui est sur un des panneaux d'exposition, hein, le deuxième panneau. Cet article, il s'intitulait « Michelin parjure ». Et Michelin, le fils Michelin ne lui a jamais pardonné cet article, et il ne lui a jamais pardonné évidemment son action aussi. Et Robert Marchalier donc, ne sera jamais réembauché chez Michelin. Alors, cette grève, elle a été un échec, hein, puisque donc, les ouvriers ont été licenciés et que donc, les revendications n'ont pas été satisfaites. Et néanmoins, elle a eu un écho extraordinaire dans Clermont-Ferrand, parce que c'était la manifestation que les Michelins, qui n'avaient pas bougé depuis 1920, eh bien, ils étaient capables de bouger, ils ont montré leur courage, malgré la répression, et ça a eu un impact très fort qui s'est répercuté en juin 1936. Et février 1936 est donc d'autre part aussi un élément clé évidemment de la vie de Robert Marchalier, parce qu'en refusant de répondre aux ordres de son chef, du chef de personnel de reprendre le boulot, il savait pertinemment qu'il serait licencié et donc il renonçait à la carrière qu'il s'était fixée, lui le fils de Michelin, comme beaucoup d'autres, de devenir Michelin et de progresser dans cette carrière. Et du jour au lendemain, tout ça évidemment s'est effondré et il ne faut pas croire que ça s'est fait sans douleur de sa part. Hein. Ça a été évidemment quelque chose de très douloureux. Il est donc dès ce jour-là placé sur les listes noires et donc ne peut plus trouver de travail à Clermont-Ferrand. Et donc il part à Paris pendant quelques semaines où il est embauché par la société Ericsson qui le renvoie quelques temps après pour travailler sur le chantier de la Poste à Clermont-Ferrand. Et il est donc là à Clermont-Ferrand le 6 juin 1936
quand, au moment où dans le pays tout entier, notamment dans les grands bassins industriels, les grèves avec occupation ont déjà commencé, ont pris une énorme ampleur, Clermont-Ferrand a été un petit peu en retard, eh bien, il est là le 6 juin 1936, quand deux ouvriers deux anciens camarades viennent et disent que leur atelier au Carme a débrayé et qu'ils attendent donc l'aide du secrétaire général de la CGT qui s'appelait Jacques Fradet, donc un vieux militant socialiste qui eh bien, avoue ne pas avoir un petit peu peur d'intervenir pour deux raisons. Il évoque, c'est à la fois il ne veut pas, il respecte le droit de propriété privée, donc il ne veut pas entrer dans l'usine, et puis d'autre part, il a aussi, il le dit, peur de la garde civique, parce qu'effectivement, la garde civique, elle était en mesure jusqu'à peu d'empêcher physiquement donc l'intervention des ouvriers. Et donc Robert Marchellier, qui est là, se propose spontanément pour intervenir, et Jacques Fradet lui serre la main et lui dit « Je te donne mandat, et vas-y mon gars ». Et donc voilà un peu comment la vie d'un ouvrier, d'un militant peut basculer, parce qu'effectivement Robert Marchellier pénètre dans l'usine, il prend la parole sur un pilier et appelle les ouvriers à aller dans tous les autres ateliers et à généraliser la grève. Alors à ce moment-là, un chef de service craint des personnels, arrive et lui tord le bras et l'amène comme en février, essaye de l'amener vers la sortie. Mais à ce moment-là, un événement qui aussi fait basculer les choses, je pense, c'est Robert Marchellier donc lui écrase les pieds, lui écrase le pied violemment, et le cadre se retrouve eh bien, timoré à repartir comme ça sans rien dire. Alors, j'essaie de retrouver le fil un peu parce que c'est quand même assez important. Justement, il lui écrase le pied et le chef donc partit sans dire un mot. Alors je cite Robert Marchellier dans ses mémoires. Il avait perdu la face et j'avais repris possession de mon auditoire. Effectivement, je pense que c'est un moment clé pour cette grève, mais aussi pour la construction de l'image de Robert Marchellier. Un ouvrier a fait céder physiquement et fait taire celui qui inspirait la crainte à tous. La peur a changé de camp et la représentation qu'avaient les ouvriers de l'encadrement s'en trouve profondément modifiée. Robert Marchellier donc s'impose dès le début comme le leader, celui qui sait prendre la parole devant des milliers de personnes, celui qui va se porter à la tête des manifestations qui ont marqué la population. Il symbolise donc la rupture entre le patron Michelin et ses ouvriers. Alors, cette grève, j'en profite pour vous montrer quelques photos de ces grèves de 36. Voilà, c'est toujours, je trouve, émouvant de voir ces usines qu'on ne voit jamais en fait. Qui sont au cœur de notre ville, mais qu'on ne voit jamais. Voilà, les grèves, un cortège en cœur des quartiers entre les usines et la ville. Et puis une troisième et dernière photo, les femmes, les ouvrières de la filature qui étaient un service aux conditions de travail particulièrement difficiles et qui ont été à la tête des grèves de 36. Alors, cette grève donc, fut générale pendant 15 jours et toutes les usines furent occupées à l'exception d'une, et pas la moindre évidemment, le siège des Carmes que le patron a réussi à garder grâce à l'aide d'à peu près 500 cadres qui ont bloqué les portes et qui ont empêché physiquement les ouvriers de rentrer. Et il faut savoir que ces hommes ont été évidemment ensuite très fortement insultés par les ouvriers à la fois au travail, dans les cités. Ça a suscité beaucoup de rancœur et que donc ces hommes se sont réunis dans un groupe d'autodéfense qui a été constitué ici, financé par Michelin, qui s'est armé. Et ce groupe d'autodéfense a été rapidement mis en relation avec une organisation nationale qu'on appelle l'OSARN, plus connue sous le nom de la Cagoule, une organisation visant à renverser le gouvernement Blum. Et il faut savoir, c'est aussi des sujets sur lesquels je travaille et j'ai déjà publié. Michelin était le principal bailleur de fonds de la Cagoule et ça a évidemment alimenté aussi la mobilisation ouvrière dans les mois et années qui ont suivi la divulgation de ce complot. Alors,
Rapidement, sur la grève, cette grève, elle a duré 15 jours à peu près, et Pierre Michelin a finalement, après avoir essayé de résister, il a cédé à toutes les revendications des ouvriers. Ces revendications, elles sont quand même importantes, c'est-à-dire un franc d'augmentation pour tous, hommes et femmes, sans distinction, c'est important, ce qui a représenté en moyenne 23% d'augmentation. Je parle d'une moyenne, c'est-à-dire que certains ont eu leur salaire augmenté de 50%, ceux qui touchaient le moins. D'importantes revendications ont été aussi obtenues au niveau de l'hygiène et la sécurité, et c'était effectivement très très important pour les ouvriers. À cela, évidemment, il faut ajouter les acquis, notamment de Matignon, la semaine des 40 heures, les 2 semaines de congés payés, et aussi les conventions collectives. J'insiste là-dessus, puisqu'elles mettent fin à l'arbitraire des rémunérations et de l'embauche, et il s'agit d'une réforme fondamentale qui aujourd'hui a été torpillée par Macron, les ordonnances Macron. Alors, le rapport de force a totalement changé au sein des usines. Pour inciter la direction à renvoyer ou déplacer un ouvrier hostile à la CGT ou un chef de service trop brutal, les ouvriers débrayent et peuvent rester les bras croisés jusqu'à ce que le patron licencie le cadre en croix de feu fasciste qui était face à eux. Et donc on voit bien que le rapport de force a complètement changé. Ce n'est plus l'ouvrier soupçonné d'être CGT qui est brimé, ce sont ce qu'on appelle les jaunes ou les renards qui sont brimés. Et les ouvriers ont dorénavant la parole, et c'est justement lors d'une altercation entre un ouvrier et son cadre, son contremaître, que surgit une nouvelle grève générale en septembre 36, où en réaction, à l'initiative de Marcel Michelin notamment et Pierre Michelin, plusieurs dizaines de cadres Croix de Feu engagent d'autres salariés, et ils seront 1500 à aller occuper la préfecture pour protester contre la nouvelle grève CGT. Et donc pendant une journée, 1500 personnes qualifiées de fascistes, évidemment par les militants CGTistes, même s'ils n'étaient pas tous fascistes, mais en tout cas ceux qui les dirigeaient l'étaient clairement, ils vont occuper la préfecture et vont susciter une réaction extrêmement vive de la population. Plus de 15 000 personnes, selon les différents chiffres, sont présentes à la fin de la journée pour chasser les occupants, et c'est en fait la police qui protégera les occupants, qui éviteront une correction mémorable ce jour-là, mais certains n'y échapperont pas néanmoins. Et donc Robert Marchadier est celui qui a conduit les négociations avec Pierre Michelin ce jour-là. Le syndicat jaune qui existait, puisqu'un syndicat avait été créé chez Michelin, et il était particulièrement fort, il s'effondre, et à ce moment-là, donc, on assiste encore à l'explosion de la syndicalisation chez Michelin, la CGT. Il faut savoir donc à peu près, c'était 24 CGTU en 1934, on est à 200 au début de l'année 36, et on est à 6500 à la fin de l'été 36, et on a plus de 7000 en 37. On peut dire que 90% des ouvriers étaient syndiqués CGT Michelin, et une partie non négligeable des cadres, ce qui était totalement inimaginable quelques semaines auparavant que des cadres Michelin puissent se syndiquer à la CGT, notamment des ingénieurs, un syndicat, une section des ingénieurs CGT secrets. C'est quand même un bouleversement qui est difficilement imaginable, je peux vous l'assurer, à ce moment-là. Et donc Robert Marchadier, il est le symbole de tout ça, parce que c'est lui qui est devenu le nouveau secrétaire de ce syndicat, justement. Comme il n'a pas de travail, il est engagé comme permanent, et donc il devient, jusqu'à 1939, le secrétaire permanent de la CGT. Il faut ajouter, donc, je l'ai dit, 600 adhérents du syndicat de la section des employés de maîtrise et des techniciens. Alors, la CGT Michelin, elle se caractérise par le fait qu'elle a développé, une certaine forme de particularisme, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas exercer un pouvoir important au niveau de l'UD parce qu'elle était sous-représentée, et donc elle a développé son particularisme. Alors son particularisme, c'est quoi? C'est un syndicat qui éduque à travers son service juridique, sa bibliothèque, ses cours du soir. C'est un syndicat qui distrait avec sa commission des loisirs, qui met en place des structures sportives, une chorale, qui organise des fêtes, des sorties promenades. C'est un syndicat aussi qui protège à travers la création d'une mutuelle concurrente de celle de Michelin, et qui va regrouper plus de 4000 adhérents très rapidement, et à la tête de laquelle Robert Marchadier était.
Et donc ce particularisme des Michelins, il existait, il a demeuré, je pense, pendant un certain temps. Peut-être des personnes pourront nous le dire dans la salle, mais sur l'expérience que j'ai, qui est moindre sur l'après-guerre, mais je pense qu'il y a eu un particularisme Michelin qui a parfois généré des tensions avec la direction de l'UD. Alors, par la mise en place de ces différentes structures, il s'agissait pour la CGT, pour le Parti communiste, de renforcer la conscience de classe des ouvriers, mais aussi de constituer une véritable contre-société par rapport aux œuvres Michelin. C'était très important. Et Robert Marchandier, il incarne cette contre-société. Il est de toutes les réunions, de tous les banquets. Il faut imaginer, Maurice le disait tout à l'heure, quand on a fait le vernissage, ce qu'est la vie d'un militant. La vie d'un militant, ce n'est pas seulement participer au grand mouvement que j'ai pu évoquer. Ce n'est pas seulement le coup de pied au cadre qui fait basculer la chose. Un militant, c'est quelqu'un qui va évidemment assurer au quotidien les réunions, les très nombreuses réunions, qui va assurer l'encadrement des 50, les 100 délégués CGT Michelin, puisque aux premières élections professionnelles de 1937, la CGT rafle 100% des délégués. Et donc ça implique évidemment un énorme travail d'organisation, de formation, puisque tout le monde n'est pas formé, tous n'étaient pas des militants. Hein. Et tout ça, c'est un travail évidemment au quotidien. Et en 1937, lors d'une assemblée générale, le trésorier du syndicat évoque justement le militantisme de Robert Marchandier et il demande aux camarades de prendre conscience de son engagement en disant que Robert Marchandier consacrait 70 à 80 heures par semaine au syndicat. Quand on sait qu'à côté c'est un militant communiste dévoué, eh bien on peut imaginer effectivement ce que ça représente. Aussi comme sacrifice pour la vie de famille. Et sa vie de famille, il en a souffert. Hein. Il faut en avoir conscience. Alors, les défilés Michelin aussi, je ne vais peut-être pas trop développer, mais je crois que les manifestations ouvrières de 1936 ont vraiment aussi très profondément marqué la conscience des habitants de Clermont et des travailleurs en particulier, évidemment. Les manifestations étaient extrêmement puissantes. La manifestation du 15 juin 1936, elle a réuni, selon la police, 30 000 personnes, 50 000 selon les syndicats. Donc vous voyez à peu près la fourchette. Pour une ville comme Clermont-Ferrand qui avait 100 000 habitants, 130 000 habitants à l'époque, agglomération comprise, vous imaginez ce que ça a pu représenter. À Rion la Bourgeoise, il y aurait eu 5 000 personnes qui auraient manifesté ce jour-là. Alors là, c'est encore pire en termes de choc dans la population. Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui participent aussi de l'aura de Robert Marchandier qui a incarné toute cette mobilisation. Alors, je vais ensuite donc maintenant aborder la question justement de l'homme à abattre, parce que Marchandier en tant que symbole, eh bien, c'est celui sur lequel s'est focalisée justement la répression patronale, la répression gouvernementale. Un de ses éducateurs aurait déclaré « Nous avons couvé une vipère ». Et effectivement, c'est ce que publie donc La Voix du Peuple en 1950 à ce propos. Et il faut avoir conscience que Robert Marchandier a été un homme calomnié comme peu l'ont été. À la fois, évidemment, par la droite et l'extrême droite, en l'accusant de tout, de corruption, d'être corrompu par Michelin, de s'être fait construire une maison grâce à Michelin, etc., d'être aux ordres, évidemment, de Moscou et de Staline en particulier. Mais il a aussi subi des calomnies à l'intérieur de la CGT, ce qui d'ailleurs généra une commission d'honneur créée en 1937, où beaucoup viendront témoigner au contraire de l'engagement de Marchandier, et ce sont des sources précieuses aussi pour moi sur justement comment Marchandier, ces gens-là ont expliqué comment Marchandier avait été celui qui avait déclenché les grèves de février 1936, comment c'était, sans lui peut-être juin 1936 n'aurait pas été la même chose. Ce sont ces témoignages sur lesquels je m'appuie pour pouvoir vous présenter Robert Marchandier ce soir. Et puis donc après les calomnies, ce furent les condamnations. Et donc les condamnations, c'est d'abord celle du 30 novembre 1938. Donc la grève générale du 30 novembre 1938, c'est une grève pour s'opposer à la remise en cause des 40 heures par les décrets Reynaud. Une grève générale est
décidé au niveau national. C'est un échec parce qu'il y a des fortes tensions entre socialistes et communistes, et donc la grève a été très très mal préparée, lancée très tardivement, et donc ça a été un échec. Clermont-Ferrand se distingue de façon totalement, je dirais, singulière au niveau national, parce qu'à Clermont-Ferrand, ça a été un blocage total de la ville. Il y a eu plus de 20 000 ouvriers dans les rues, alors que ce jour-là, normalement, il ne devait y avoir aucune manifestation au niveau national. La CGT n'avait appelé à aucune manifestation. Les ouvriers, notamment les Michelin, c'est les Michelin qui ont joué un rôle central ce jour-là. C'est pour ça que Marchadier a été sanctionné. Les ouvriers Michelin ont fait fermer tous les commerces. Les usines étaient pratiquement déjà toutes fermées, ils les ont fermées. Ils ont fait fermer la Banque de France, ils ont fait fermer la Poste, qui venait juste d'être construite. Ils ont essayé à la gare, et à la gare, ils n'ont pas pu parce qu'il y avait des forces de police extrêmement importantes. Je vous montre la photo suivante. Devant le parvis de la police, voilà à quoi les ouvriers étaient confrontés. Il y avait des centaines de gardes prêts à agir. Et donc, cette grève, elle a eu un écho évidemment très fort. Et vous voyez, le lendemain, la une de l'Avenir, qui était le journal de la droite locale, une journée révolutionnaire à Clermont-Ferrand. Et on voit, alors l'image n'était pas très bonne, en tout cas vous avez la légende ici, le dictateur Marchadier haranguant ses troupes après sa victoire à l'hôtel des Postes, puisque Robert Marchadier, après son intervention, avait réussi à faire fermer l'hôtel des Postes. Effectivement, ce sont des choses, évidemment, la bourgeoisie, elle n'a pas oublié ce genre de choses. Et Marchadier l'a payé cher. Il l'a payé cher, donc je l'ai dit dans l'introduction, en étant le militant ouvrier le plus lourdement condamné en France, avec 18 mois de prison ferme et 5 ans d'interdiction de séjour. 12 autres militants ont été condamnés ici à plus de 2 mois de prison, alors qu'au niveau national, c'est 100 militants qui ont été condamnés à plus de 2 mois de prison. Donc vous voyez le poids de Clermont-Ferrand, quand même, dans la répression au niveau de l'État. La condamnation à 5 ans d'interdiction de séjour, il faut savoir, c'est une condamnation infamante, dite infamante, qui était en général réservée aux souteneurs. Ici, on l'a appliqué à Marchadier. Je crois que ça a été aussi quelque chose. Il fallait marquer les esprits et il fallait se débarrasser de Marchadier de façon définitive. Alors donc Marchadier est à ce moment-là devenu un symbole de la répression patronale et judiciaire. Voilà. Alors, je vais donc évoquer maintenant plus rapidement la période de la guerre. Elle a été pourtant déterminante dans la construction de l'image du héros Marchadier. Cette image, ce n'est pas seulement l'inconscient collectif qui l'a façonné, c'est surtout la direction du Parti communiste au lendemain de l'occupation, et même sous l'occupation, puisque je vais évoquer sa première condamnation à mort et les mobilisations qui ont eu à ce moment-là. Donc Robert Marchadier, il est démobilisé, il sort de prison en juillet 1939, donc après sa condamnation, il a une campagne pour son amnistie. Il a fallu quand même plus de 6 mois pour qu'il puisse sortir de prison. Et quelques jours après, il repart à la mobilisation, il repart en septembre 1939, et il revient en juillet 1940. Il est démobilisé et il est immédiatement convoqué par la police. Et donc déjà, le parti le charge de réorganiser le parti clandestinement dans la région. Et le préfet prend un arrêté d'internement c'était une pratique courante. On internait les gens préventivement. On connaît ça aujourd'hui aussi. Macron fait la même chose. Et donc, Marchadier, pour éviter ça, évidemment, se sauve. Et comme il était extrêmement connu, et j'ai lu des rapports de police où le commissaire dit toute l'importance pour lui de mettre la main sur Marchadier, eh bien Marchadier donc, est obligé de partir, et comme beaucoup de cadres communistes ont été arrêtés, Marchadier est nommé ce qu'on appelle inter, c'est-à-dire qu'il est responsable interdépartemental de 10 départements, de l'Aquitaine jusqu'à l'Indre-et-Loire. Donc chargé de réorganiser le Parti communiste pour ces 10 départements. Donc c'est vous dire quand même que c'est devenu quelqu'un d'important au niveau de la direction du Parti communiste. Il a notamment sous ses ordres un dénommé Georges Guingouin, en Haute-Vienne. Et ensuite, il est arrêté en février 1941 à Châteauroux sur dénonciation.
Et pour ce qu'il avait fait, il n'aurait dû normalement être condamné au maximum qu'à 5 ans de prison, mais Pétain met en place ce qu'on appelle des sections spéciales, qui sont après les premiers attentats communistes, et qui visent à condamner les militants communistes. Et donc Marchadier est déféré devant la cour spéciale de Clermont-Ferrand, et avec son camarade Marcel Lemoine, ils sont tous les deux condamnés à mort, donc le 7 septembre 1941, par la cour spéciale de Clermont-Ferrand. Cette condamnation à mort, elle suscite un immense émoi à Clermont-Ferrand parmi la population, et pas seulement la population ouvrière, qui, dans la nuit de puisque la condamnation était exécutable immédiatement. Dès le lendemain, normalement, il aurait pu être exécuté. Une mobilisation très forte se fait, affiches, pétitions, et puis démarche de son avocat, démarche d'Alexandre Varenne auprès de Pétain pour obtenir sa grâce. Et effectivement, au bout de 2 jours, cette grâce est obtenue. Elle est obtenue, je ne pense pas, et beaucoup le pensent aussi, pas parce que son avocate ou parce qu'Alexandre Varenne est intervenu. Elle est intervenue parce que la mobilisation ouvrière avait été telle que le gouvernement et aussi des rapports de police alertent Pétain sur les risques d'exécuter Marchadier, sur le risque de coupure que ça pouvait entraîner entre la population et le gouvernement. À une époque, l'ensemble de la population n'a pas tourné contre Pétain, et le risque de mobilisation justement que ça pouvait engendrer en termes de mobilisation pour la résistance la résistance armée qui commençait à se développer. Et donc Pétain gracie Marchadier, qui est condamné évidemment aux travaux forcés à perpétuité. Alors il est envoyé à la prison de Saint-Étienne, et là il devient membre du trio de direction des militants politiques, et je fais court, il fait partie des organisateurs de l'évasion de 29 militants, 29 prisonniers, le 26 septembre 1943. Il rejoint très rapidement l'état-major de la zone sud des francs-tireurs et partisans, la résistance armée des communistes, et il est de nouveau arrêté, malheureusement, fin décembre 1943 à Lyon, et il est déporté à Dachau, où il rejoint donc le comité patriotique, l'organisation clandestine de la résistance, après avoir lui-même saboté quelques machines du côté de Munich, où il était travaillé dans un commando. Alors Robert Marchadier revient donc à Clermont-Ferrand. Alors voilà une caricature là c'est au moment de sa condamnation à la prison de Riom, financée par Michelin, comme le disent la caricature. Alors c'est son retour à Clermont-Ferrand qui va marquer évidemment les esprits. Je vous montre la une de La Voix du Peuple le jour de son retour. Vous voyez, plus de 50 000 Clermontois acclament Robert Marchadier. Alors je pense que La Voix du Peuple exagère un peu, mais malgré tout, je pense que vous avez une idée quand même de l'immense succès qu'a eu ce retour et l'image de Robert Marchadier à ce moment-là. Il est vraiment à ce moment-là érigé en héros par le Parti communiste et par la CGT, et comme le disent plusieurs de ses camarades, qu'a pu interviewer Jean-Philippe Mangeon, qui est présent aujourd'hui et qui avait fait un travail universitaire de grande qualité en 1997 sur Robert Marchadier. Robert, à cette époque-là, c'était un peu Dieu le Père. Effectivement, on avait l'impression que rien n'était interdit à Robert Marchadier au retour de Dachau et dans les années qui ont survenu. Alors, en 1946, je ne sais pas combien en 1946, il reste un tiers. La puissance de la CGT, la puissance de la classe ouvrière est encore plus importante qu'après 1936. La CGT approche les 5 millions d'adhérents. Le Parti communiste atteint les 800 000 adhérents. Dans le département, la CGT a 43 000 adhérents. Je ne vous l'ai pas dit, mais en 36, début 36, c'était 11 000. À la fin de l'année, c'était 39 000. Vous voyez, on est encore un petit peu en dessus. Et le Parti communiste, il y avait 100 militants en 1930, 2500 en 1937, et en 1946, nous sommes à 10 000 militants au Parti communiste dans le Puy-de-Dôme.
Alors la situation, évidemment, au sortir de la guerre, elle est radicalement bouleversée. La bourgeoisie, qui était menacée de tout perdre au lendemain de la libération, elle est obligée de lâcher d'importantes concessions, notamment issues du programme du Conseil national de la résistance. Mais, il faut bien le dire, elle conserve l'essentiel, grâce à De Gaulle et son gouvernement qui est un gouvernement d'union nationale, avec le Parti communiste, la SFIO et le MRP, chrétien-démocrate, qui soutient à cette époque-là De Gaulle. Alors, on peut s'interroger pourquoi le Parti communiste n'a-t-il pas pris le pouvoir qui lui tendait les mains à ce moment-là. Il faut dire que son orientation, à ce moment-là, elle était déterminée par des considérants visant à la préservation des intérêts de l'Union soviétique. La priorité est donc à la relance d'une économie de guerre pour gagner la guerre contre Hitler. Elle est aussi, après 1945, à l'affermissement de l'indépendance de la France, économique et diplomatique, pour que le pays ne tombe pas dans le giron de l'impérialisme américain, symbolisé notamment par le plan Marshall. Et donc, à cette époque-là, de 1945 jusqu'au printemps 1947, les grèves étaient qualifiées par le Parti communiste d'armes des trusts, étaient combattues. Et donc, il faut s'interroger, Marchadier s'est-il distingué début 1947 en soutenant la grève des Michelins, qui est, encore une fois, les Michelins donnent l'exemple en étant bien avant le reste du pays à se lancer en grève dès janvier 1947. La question reste posée. Je n'ai pas trouvé d'éléments, un témoignage le dit, je n'ai pas trouvé d'éléments d'archives le confirmant. Moi, j'ai plutôt vu Robert Marchadier, je dirais un militant discipliné en janvier 1947, c'est-à-dire qu'il prend le contrôle de la grève et qu'il aboutit à la reprise du travail au bout d'une semaine en acceptant que ce soit un médiateur qui réponde aux revendications, un médiateur qui ne répondra pas entièrement aux revendications. Voilà, c'est une période effectivement où à cette époque-là les grèves étaient combattues. Le tournant survient donc au printemps 1947, quand le Parti communiste est amené à quitter le gouvernement, et à partir de là, la situation tourne et les grèves se multiplient. Cette période aussi, vous le savez, c'est la période de la scission de la CGT, qui a évidemment marqué profondément ces hommes et femmes qui étaient arrivés à la CGT en 1936, une CGT réunifiée, et Robert Marchadier a été marqué. C'est aussi donc la création de FO en 1948, et aussi l'émergence de la CFTC à cette époque-là, notamment chez Michelin, qui n'est pas une force négligeable. Et je crois que Marchadier, peut-être, a négligé, a fait preuve, on pourrait dire peut-être d'une certaine forme de sectarisme, en considérant qu'une CGT dirigée par les communistes se suffisait à elle-même, et donc n'a pas pris conscience de la scission, du poids de la scission syndicale et de ce que ça générait d'affaiblissement du mouvement syndical. Alors, je vais être rapide sur cette période. Il faut dire que donc, la CGT Michelin elle est passée de 10 000 adhérents en 1946 à 6 600 en 1948 et 4 400 en 1949. Sur cette période, Marchadier se distingua par le fait qu'il a sans doute poussé aux grèves et à leur radicalisation, à leur poursuite. Et c'est un des éléments peut-être qui est à l'origine de son désaveu. Alors, le Puy-de-Dôme a connu vraiment des mobilisations très importantes à cette époque, et bon, je n'ai pas le temps de développer, ce sera peut-être l'objet d'une future conférence par quelqu'un d'autre, moi-même, on verra, mais c'est vraiment une période très intéressante, alors qui ne se traduit pas par des victoires ouvrières, hein, c'est ça aussi qu'il faut retenir. Les grandes grèves de Michelin est vraiment encore à la pointe, que ça soit donc en janvier 1947, à la fin de l'année 1947, en 1948, les grandes grèves de chez Bergougnan, où les Michelin, par solidarité, se lancent en grève. Jules Mock, le ministre de l'Intérieur, envoie par avion des transporteurs américains, 11 avions transporteurs américains, envoient les gardes mobiles qui interviennent la nuit du 15 juin 1948 pour évacuer les usines Bergougnan,
suscitant une réaction ouvrière extrêmement violente, à la hauteur de la violence policière qui a été absolument abominable cette nuit-là. Et pendant 24 heures, eh bien, il va y avoir des affrontements extrêmement violents dans la rue Fongiel. Je vous ai amené juste 2 photos. Il faut savoir qu'il y a eu donc plus de 275 CRS ont été blessés, autant d'ouvriers. Et donc ça a suscité, cette violence policière a suscité une grève générale appelée la nuit même à 2 h du matin. Robert Marchalier prend la parole et appelle à la grève générale, et dès le lendemain, le Puy-de-Dôme en entier est en grève générale. Et la CGT au niveau national décrète une grève générale d'1 heure ou de 2 heures, je ne sais plus, par solidarité avec Clermont-Ferrand. Donc Clermont-Ferrand vraiment a été aussi là pointé au niveau national. Il y a eu d'autres grèves qui ont marqué, les grèves des mineurs, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais Marchalier aussi était aux côtés des mineurs. Et puis la dernière grève, eh bien, c'est la grande grève de 1950, une grève qui a duré 63 jours chez Michelin. Et là, eh bien, c'est une grève perdue, c'est un rapport de force perdu par Marchalier face au Michelin. Quand je dis rapport de force Marchalier, c'est évidemment un symbole, c'est l'ensemble des Michelin qui ont perdu. Mais la famille Michelin, puis eux en l'occurrence, n'a pas voulu entendre les revendications. Il a laissé pourrir la situation, soutenu par le gouvernement qui a fait pression, qui a notamment arrêté une militante très connue qui s'appelait Solange Chalut, qui a été condamnée à 1 an de prison ferme pour entrave à la liberté du travail. Et donc les menaces, la répression policière, judiciaire et donc la fermeté de Michelin, combinée malheureusement à la division syndicale et le fait que Force ouvrière ait quitté le comité de grève à la fin du mouvement, a entraîné donc la reprise du travail sans aucun acquis, et donc a pesé très fort sur Michelin, la CGT Michelin dans les années qui ont suivi, puisque la CGT Michelin passe de 4000 adhérents en 1950 à 2800 l'année suivante. Donc quand on se rappelle qu'il y avait 10 000 syndiqués CGT en 1946, vous voyez, la CGT a perdu près des 3/4 de ses militants en 4 ans. Voilà, c'est évidemment une coupure importante. Alors, il faudra attendre, donc après l'échec de cette grève, il faudra attendre 1958 pour qu'une nouvelle grève éclate chez Michelin, et elle sera importante. Mais il aura fallu 8 ans, alors que les Michelin s'étaient manifestés depuis 1936 comme ceux à l'avant-garde de la classe ouvrière à Clermont-Ferrand. Alors, dernière partie, concernant le désaveu et l'oubli. Alors, je pense que ces différents échecs des grèves sont une des raisons entraînant le désaveu de Robert Marchalier, qui est intervenu en 2 temps. En avril 1950, il avait préféré rester à Clermont-Ferrand alors que se tenait pour diriger donc la grève chez Michelin, alors que se tenait à ce moment-là le congrès national du Parti communiste, dont il était membre du comité central. Il n'est pas renouvelé à ce moment-là, comme une quinzaine d'autres membres qui, pour leur caractéristique, c'est que la plupart ont tous été des grands résistants. Puis, en novembre 1955, il est amené à démissionner de son poste de secrétaire de l'Union départementale CGT. Dès l'année suivante, il n'est pas renouvelé au sein du bureau de la Fédération du Parti communiste. Alors, se réfugiant dans le silence, comme de nombreux autres militants touchés par des sanctions similaires, Robert Marchalier a, selon l'aveu de ses proches, beaucoup souffert de ce qu'on peut qualifier de sanctions. Je fais des citations. « C'était tabou, personne n'en parlait jamais », a déclaré son fils Jean-Claude à Jean-Philippe Mangeon. Marie-Thérèse, sa veuve, ajoute « Il a failli en mourir quand on l'a mis dehors de l'UD. Il a ressenti cela comme une injustice, mais il est toujours resté communiste. Il a demandé ensuite à reprendre sa carte du Parti communiste, mais on a considéré cela comme une provocation et on lui a refusé. Alors, il ne l'a pas reprise. Pour la première fois, je l'ai vu pleurer. » Il a d'autant plus souffert que non seulement son histoire a été sciemment effacée de la mémoire ouvrière de ce département, en particulier sur son action pendant la résistance, mais elle a pu aussi être salie. Et je voudrais ici évoquer les rumeurs sur le fait que Robert Marchalier aurait piqué dans les caisses de la CGT, une calomnie évidemment. Alors, plutôt que de me contenter de la version officielle donnée en 1955, c'est-à-dire une démission pour raison personnelle, ou évoquer ici la version officieuse,
une sanction pour rupture de la morale prolétarienne au nom du fait qu'il aurait eu une maîtresse, de surcroît secrétaire à Force ouvrière. Je vais essayer d'apporter ici quelques explications à cette décision, vous renvoyant à la lecture de la brochure pour quelques détails. Alors déjà, moi je voudrais dire qu'il faut souligner qu'on ne me fera pas croire que la simple rupture de la morale prolétarienne ait pu conduire à l'effacement de l'histoire d'un homme ayant un tel parcours et qui avait été érigé en héros par le Parti communiste. Alors je me suis appuyé sur les éléments que je vais développer, à la fois sur le travail donc précieux de Jean-Philippe Mangeon, qui a interviewé il y a plus de 20 ans plusieurs survivants de personnes qui ont connu Robert Marchelier et les conditions de son élimination politique. Et il faut aussi constater que malheureusement les archives de Robert Marchelier ne contiennent pas une ligne, pas un document concernant cette élimination. On voit bien qu'il a fait table rase de ça, et c'est vraiment très frappant. Alors, je voudrais aussi déplorer le fait que le dossier Robert Marchelier, présent normalement au comité central, dans les archives du comité central du Parti communiste, a disparu. Il était présent il y a 20 ans, quand Jean-Philippe Mangeon a voulu le consulter. Il n'a pas pu à cette époque-là, parce qu'on a évoqué les raisons, comme on évoquait les situations personnelles, on n'a pas voulu à ce moment-là lui communiquer. Et aujourd'hui, bien malgré mes démarches, et il n'y a pas de problème avec le Parti communiste, qui est très ouvert au niveau de l'ouverture de ses archives, son dossier a disparu. Donc c'est évidemment plus difficile pour l'historien pour apporter des éléments tangibles. Il y avait un dossier aussi Marchelier à la Fédération du Parti communiste, qui là aussi m'a ouvert ses portes et que je remercie. Mais le dossier Robert Marchelier, alors moi je ne l'ai pas vu, mais Jean-Philippe Mangeon l'a vu il y a 20 ans, et ce dossier c'était juste une coupure d'article, un communiqué de Robert Marchelier disant qu'il démissionnait pour raisons personnelles, et c'est tout, en 1955, puisque au lendemain de sa démission, la droite de Clermontoise a placardé des affiches « Marchelier condamné à mort une seconde fois ». Et donc Robert Marchelier avait tenu à répondre. Alors pour moi, trois raisons, j'émettrai trois hypothèses, en insistant sur la première. La première raison serait, selon moi, la prédominance du syndical sur le politique chez Marchelier. Alors je m'appuie sur des écrits, là, c'est ça qui est quand même assez intéressant. La 10e conférence du Parti communiste du Puy-de-Dôme en 1956, celle où Robert Marchelier n'est pas renouvelé au comité fédéral, relève, je cite, une tendance chez certains militants communistes dans les syndicats à être imprégnés de cette théorie anti-marxiste de la spontanéité des masses qui se traduit par une conception étriquée du mouvement syndical et de sa direction. On peut dire que c'est en partie Marchelier c'est en partie le travail chez Michelin qui est pointé ici. Et donc Marchelier, puisque Marchelier, même s'il n'était plus secrétaire de la CGT Michelin, considérait que Michelin c'était encore son affaire. Pierre Beau, qui est l'instructeur qui avait été envoyé, on appelait ça un instructeur, qui est envoyé par le Parti communiste pour remettre un petit peu les choses en place, poursuit. L'indépendance du mouvement syndical, et nous y veillons, ne veut pas dire l'indépendance du communiste envers son parti. Même s'il détient les plus hautes responsabilités syndicales, c'est moi qui souligne, or, c'est un peu ce qui se passait qui ne pouvait que freiner la marche en avant. Cela permettait de remettre toutes les décisions en cause, et c'est ainsi que, malgré les décisions de congrès, nous n'avons toujours pas de syndicat d'entreprise dans les produits chimiques. Effectivement, il y avait un syndicat des produits chimiques, mais il n'y avait pas un syndicat Michelin. Il s'agissait d'une section syndicale. Le désaveu vient du comité central, puisque Blot rappelle que de sérieuses critiques avaient été émises dès 1955 par le comité central sur le travail de la Fédération communiste du Puy-de-Dôme. Et ce désaveu ne concerne pas seulement Marchelier, puisque 6 des 12 membres du bureau fédéral sont alors non renouvelés au niveau du Puy-de-Dôme. Mais c'est quand même Marchelier qui est le principal visé. Et ce reproche, qu'on pourrait qualifier d'anarcho-syndicalisme chez Marchelier, est revenu de façon assez récurrente, notamment dans les témoignages recueillis par Jean-Philippe Mangeon. La seconde explication, je serai plus court, serait que Marchelier aurait mené ce qu'on appelle une politique de groupe centrée sur les Michelin, c'est-à-dire favoriser les Michelin. En 1945, un rapport du comité central le décrit ainsi, un rapport trouvé dans les archives de Moscou, de l'Internationale communiste. Populaire,
mais serait ambitieux et aurait une tendance à pratiquer une politique de groupe. La Conférence fédérale de 1952 pointe le dénigrement systématique, le copinage et l'esprit de famille parmi les adhérents Michelin. Selon Georges Albaret, secrétaire départemental du Parti communiste en 1955, Marchadier changeait régulièrement les responsables sans travailler à former des cadres sur long terme. Il pouvait avoir des attitudes blessantes à l'égard des militants plus expérimentés, privilégiant les militants fonceurs. Alors cette politique de groupe, je pense, elle est peut-être aussi à l'origine du fait que c'est une singularité, je trouve, Marchadier reste dans l'histoire de la CGT, du DCGT, le seul à avoir été secrétaire général de la CGT du département en étant salarié Michelin. Le troisième et dernier élément, c'est ce que j'appellerais le jusqu'au-boutisme. Alors pour plusieurs témoins, et notamment Jean Sanitas, que peut-être certains connaissent, qui était écrivain, journaliste, militant, Jean Sanitas était alors membre du bureau fédéral aux côtés de Robert Marchadier, et Jean Sanitas, dans le témoignage qu'il a apporté, dit clairement que Marchadier a marqué de son empreinte les grands conflits de l'après-guerre, et il pointe sa responsabilité dans les échecs des grèves, notamment par son côté jusqu'au-boutiste, conduisant à des actions spectaculaires qui ont parfois conduit à l'isolement de ces actions. Alors, je vais en prendre deux exemples. Ce jusqu'au-boutisme est manifeste en 1950. Il est poursuivi 2 fois par la justice pour avoir empêché une première fois, il a essayé seul d'empêcher l'envoi de pneus Michelin pour le contingent, pour l'armée qui faisait la guerre en Indochine. Action tout à fait louable, mais ça aurait été bien de le faire à plusieurs. Le deuxième exemple, c'est qu'il a brûlé avec 3 autres camarades, et notamment le père de Maurice à ma gauche. Ils ont brûlé tous les exemplaires du Figaro qu'ils ont trouvés le jour où Figaro présentait les mémoires d'un ancien SS, et donc en guise de protestation, ils ont récupéré tous les journaux et les ont brûlés devant le monument aux morts. Et Robert Marchadier a été poursuivi, les 3 ont été poursuivis pour ça aussi. Voilà. Ce qu'on constate, c'est effectivement plus les masses s'éloignaient et plus Marchadier avait tendance à mener des actions spectaculaires. Et donc, on peut dire qu'en 1955, Marchadier n'est plus le rassembleur qu'il avait été, effectivement. On peut dire aussi sans doute qu'un sentiment d'usure a pu jouer après 10 ans à la tête de l'UD. Et on peut dire aussi qu'il paie les tensions palpables qui existaient au sein du parti et de la CGT. Alors, je vais conclure en disant que donc, Robert Marchadier reste le symbole de l'explosion sociale de 1936, une explosion d'autant plus spectaculaire chez Michelin et Clermont-Ferrand qu'elle survient donc dans une entreprise où jusqu'à cette époque-là, on avait le sentiment que les ouvriers, les personnels étaient totalement imperméables au mot d'ordre de la CGT et du Parti communiste. Une passivité d'ailleurs des Bibes qui a été régulièrement pointée depuis. Marchadier a appartenu à cette génération de leaders communistes qui ont trouvé dans la lutte syndicale et la résistance des sources de légitimité extérieures au parti. Cette trajectoire conférait à Marchadier une autonomie, une indépendance, une popularité et finalement une autorité qui, au tournant des années 50, était perçue avec méfiance par la direction du Parti communiste. Alors j'espère qu'en vous ayant présenté cette conférence, eh bien, j'aurai contribué à replacer l'histoire de Robert Marchadier dans la grande histoire du mouvement ouvrier et de la CGT. Et aussi permis de tirer quelques enseignements que je ferai à titre personnel, évidemment. Le premier enseignement, selon moi, est le suivant. Ce n'est que lorsqu'ils sont menacés de perdre l'essentiel, c'est-à-dire leur pouvoir, que patrons et États ont lâché les principaux acquis obtenus dans ce pays. Ensuite, et cela va de pair, un rapport de force, à même de poser la question du pouvoir, suppose d'affronter le gouvernement, de centraliser les mobilisations, et non pas de les laisser isolés, comme ont pu l'être celles de Michelin ou de Berlinguer en 48 et 50. Enfin, la recherche de l'unité ne doit, selon moi, pas signifier l'alignement sur le plus petit dénominateur commun. Les gouvernements de Front populaire, puis du tripartisme, ont vu à chaque fois la SFIO et le Parti communiste s'allier avec des partis représentants directs de la bourgeoisie. Parti radical en 1936, MRP, soutien de Gaulle en 1946.
Or, c'est à chaque fois la politique dictée par ces derniers qui s'est imposée. Je crois qu'il faut en tirer les enseignements de ces expériences en les élargissant au champ syndical, où l'argument de la recherche de l'unité la plus large aboutit trop souvent à s'aligner sur les positions les plus timorées, ne permettant pas la formulation des mots d'ordre à même d'assurer l'efficacité des luttes des travailleurs. En ce sens, les débats d'hier sont aussi les débats d'aujourd'hui, et malgré l'affaiblissement du mouvement syndical, comparé à ce qu'il était après 36 ou 46, sa responsabilité est encore immense. Je vous remercie. Merci Eric. Je crois que vos applaudissements témoignent de la sympathie et des remerciements qu'on peut témoigner à l'égard d'Eric. Eric a raison, je ne peux pas dire trop grand-chose, mais les combats d'hier sont aussi les combats d'aujourd'hui, et je veux simplement exprimer la satisfaction du travail de l'Institut d'Histoire Sociale CGT dans ce département, dans sa volonté, dans ses efforts à travailler avec des historiens. Nous, syndicalistes, issus du mouvement ouvrier et du mouvement du monde du travail, on n'a pas la volonté de devenir des historiens. Mais si on veut aller dans cette direction, on a besoin de s'adresser aussi aux universitaires et aux historiens à travailler avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on prend pour argent comptant tout ce qui nous amène. Il faut aussi qu'on puisse en discuter. Et c'est en ce sens que, pour moi, ce sont des éléments de débat importants. Et ce soir, on a sur la table, tous ensemble, des éléments de débat sur le parcours d'un personnage, sur son devenir militant, dans sa capacité, à un moment donné, à avoir pu entraîner des hommes, des femmes, à se défendre contre ce pouvoir, contre le grand capital. Bien sûr, c'était un homme complexe, mais je crois que nous le sommes tous. Ce qui rend difficile d'avoir un jugement ferme, définitif sur la personne. Mais il faut qu'on avance. Et il faut qu'on avance davantage dans cette direction-là. Donc je vous propose qu'on en débatte un petit moment, ou le moment que vous voudrez, on prendra le temps qu'il faut. Et pour ce faire, Bruno s'offre comme étant celui qui va pouvoir vous faire passer le micro et poser vos questions. Donc, à vous. Je précise juste, enfin, on a du temps pour le débat. Le texte de la conférence, enfin, la vidéo de la conférence, donc on enregistre en fait cette conférence, donc grâce à Jean-Louis. Donc on va le mettre comme on avait fait sur la conférence sur 1917, on va le mettre sur YouTube, donc il y a des camarades qui n'ont pas pu venir ce soir, et si vous connaissez aussi des personnes, vous pourrez leur faire suivre le texte de la conférence. S'il y en a qui sont arrivés au dernier moment, il y a l'exposition qui est très intéressante, qui est un complément à l'exposé d'Eric, que vous pouvez prendre un petit moment aussi à la fin, du débat pour aller la visiter. Voilà, donc, qui sont ceux qui veulent prendre la parole. Donc, j'ai ici. Il faut bien qu'il y ait un premier, c'est toujours plus difficile. Juste une question de détail, mais enfin, peut-être pas tant de détail que ça. J'ai toujours été frappé par le tract que Robert Manchadi avait fait diffuser à Clermont-Ferrand lorsqu'il s'était échappé de Saint-Étienne en 1943, que je trouve d'une tenue absolument remarquable. Est-ce que ce tract a été vraiment lu dans Clermont? Est-ce qu'il a été lu sur Michelin? Que sait-on de sa diffusion? En fait, ce tract, c'est pas lui qui l'a rédigé. Le Parti communiste a profité de son évasion et de son aura dans une situation où le mouvement syndical était, au niveau national, il y a eu la réunification syndicale de 1943, ce qu'on appelle les accords du Péreux. Mais en l'occurrence, dans le Puy-de-Dôme, c'est toujours un peu plus compliqué. Eh bien, la résistance était encore divisée, les socialistes et les communistes étaient encore divisés. Et donc, on a la direction du Parti communiste, en l'occurrence Pierre Gérardot, qui est devenu député ensuite dans les Alpes, je crois, je ne sais plus quel département des Alpes, qui était responsable départemental, a estimé que c'était une opportunité pour essayer de renforcer,
réussir cette unité syndicale. Et donc c'est un appel de Robert Marchadier à l'unité, et qui a été rédigé par Pierre Girardot et qui a été diffusé. Alors, je n'ai pas d'éléments pour dire si ça a eu un impact, mais je pense que ça en a eu, parce que le Parti communiste avait les moyens de diffuser largement, et ça a pesé. Mais ce n'est pas Robert Marchadier qui l'a écrit. Robert Marchadier était en fuite, et il n'était pas en capacité à cette époque-là de faire cet article, de se faire ce tract. Voilà. Mais bon, ça vous montre justement l'utilisation que le Parti communiste pouvait faire de Robert Marchadier. On savait que c'était au nom de Robert Marchadier qu'on pouvait peut-être espérer obtenir l'unité syndicale dans le département. Il est quand même écrit au jeu, le jeu. Oui, bien sûr, bien sûr. Il est signé Marchadier, mais c'est pas lui concrètement qui l'a rédigé. Qui veut poser une question? On veut intervenir. Personne. C'est dommage que ce soir, les camarades du Parti communiste, les dirigeants actuels, ceux qui sont en responsabilité, ne sont pas là, et ni la direction de la CGT. Je trouve que ça manque. C'est peut-être pas les mêmes, hein. Alors, donc on les a invités. Enfin, bon, J'espère de mettre ce soir, ils ne sont pas là. Il n'y a pas. Ça marche. Bon, moi je voudrais apporter un petit témoignage de Vous pouvez vous présenter peut-être? Josette Fouder, Merci. présidente de la CGT. J'ai donc un témoignage de ma rencontre avec Marchadier. Mon père travaillait avec Robert Marchadier chez Michelin, et pendant la grande grève de 5 ans, après la grande grève de 5 ans, il y a eu une répression terrible, et mon père, avec d'autres bien sûr, le père Jean-Nicolas, d'autres militants, il y a eu une répression terrible, et mon père a été licencié, et Michelin, enfin pas Michelin lui-même, mais la direction Michelin, en le licenciant, lui a garanti qu'il ne retrouverait jamais de travail. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Et donc, on était 5 enfants à la maison, donc la vie n'a pas été très simple. Et je suis devenue syndicaliste à la CGT dans les années 68. Et en 75, j'étais donc à l'union départementale, et un beau jour, Martinet et Fabre me disent: il va y avoir les 80 ans de la CGT, c'est toi qui vas t'en occuper. Tu es d'accord? J'ai dit oui, moi je suis d'accord, à une condition, qu'on m'invite Marchadier. Toute ma vie, j'ai entendu ma mère, toute mon enfance, dire: voilà ce qui nous arrive, voilà ton Marchadier où il nous a amenés, voilà ton Marchadier. Et Marchadier, moi j'étais à la CGT, et je n'avais pas vu Marchadier, et son nom était interdit. Prononcer le mot Marchadier, c'était être regardé de travers. Donc ils m'ont dit: non, Marchadier, tu es pas capable, c'est pas toi qui vas refaire l'histoire, il n'y a pas de Marchadier ici. Bon, moi je ne pouvais pas me résoudre à ce que Marchadier ne soit pas invité aux 80 ans de la CGT. Donc j'ai interviewé un certain nombre de militants anciens. Je me rappelle André Chouli. Chouli m'a dit: c'est un traître. Bon. J'ai interviewé d'autres militants, je me rappelle Dulcé, et tous me disaient des choses horribles, pas de Marchadier. Et l'occasion a fait que j'ai mangé à côté de Georges Segui à une réunion à Paris. Et je me dis, j'avais toujours ça dans la tête, et je lui pose le problème. Il me dit: laisse faire, c'est toi qui as raison, invite Marchadier, les écoute pas, tu leur as demandé, c'est bon. Donc moi, je me suis sentie des ailes, j'ai invité Marchadier. Et au milieu dans la grande salle des fêtes, on a commencé, c'était en plein meeting. Moi j'avais un peu calculé mon coup, et j'avais associé son nom à tous ceux qui m'avaient dit que c'était un traître. Dans mon intervention, j'avais associé leur nom, et juste il est arrivé, je ne le connaissais pas, il est arrivé un homme, il était avec Marie-Thérèse. J'ai tout de suite senti que c'était Marchadier. Et il est resté. Et quand les autres, tous ceux qui m'avaient dit que c'était le pire des traîtres,
Quand ils l'ont vu, ils sont tombés dans ses bras en disant « Tu es la Robert ». Je me disais « Mais salaud ». Et donc, Robert Marchadier est resté avec nous. Et quand je suis descendue de la tribune, je suis allée vers lui. Et j'ai vu qu'il était plus de notre monde. Il m'a vouvoyé, il m'a dit « Madame ». Et il était étranger à tout ça. Et j'ai tout de suite fraternisé avec Marie-Thérèse, par contre. Et donc, il est resté un moment avec nous. Et 3-4 jours après, je ne me rappelle plus, je crois que c'était le vendredi soir, le lundi, en ouvrant le courrier à l'UD, il y avait une lettre de Marchadier avec un joli chèque et en disant que c'était formidable pour moi. Permettez-moi de rajouter quelque chose. Déjà, je voudrais saluer Josette parce que ce qu'elle ne dit pas, c'est que dans le journal de la CGT du Puy-de-Dôme qui s'appelait l'Unité, il y a une collection complète qu'on a triée, ça fait partie de nos chantiers à l'IHS CGT. J'ai consulté l'intégralité on va dire des 10 ans pendant lesquels l'Unité paraissait vraiment de façon très régulière, pratiquement chaque mois. C'était un journal, un format assez important. J'ai regardé, alors je voulais voir si la mémoire de Robert Marchadier, elle existait. Et effectivement, elle n'existe pas, mais je relativise parce qu'en fait, aucun autre militant, en disant la question de l'histoire, on avait l'impression qu'elle n'existait pas à la CGT. En 10 ans, j'ai vu un article d'un quart de page sur la question de la résistance, c'est tout. Rien. Bon. Or, il y a un article fait sur Robert Marchadier, c'est toi qui l'as fait, au moment de l'inauguration de la rue Robert Marchadier, et tu avais fait un article qui rappelait justement ce qu'avait été Robert Marchadier, et je tiens à te remercier pour ça. Voilà. Qui a des questions? Oui, Eric, tu as évoqué bien sûr ce moment où les cadres Michelin occupent la préfecture de Clermont. Alors j'ai une question pour faire le lien un peu aussi avec aujourd'hui, parce que ce qui est formidable de ton exposé, c'est qu'on s'aperçoit qu'il faut qu'on refasse ce lien, hein. Il faut qu'on retrouve ce lien. On le retrouve avec ton exposé. Hein. Politiquement, il faut, nous, aujourd'hui, qu'on retrouve ce lien. Alors, les cadres à la préfecture. Moi, je vais poser une question par rapport au cadre Michelin d'aujourd'hui. Entre les deux tours des municipales de 2014, Sénart, le patron de Michelin, publie dans Le Monde une tribune avec les patrons d'AXA et d'autres boîtes en disant « Il faut que les salariés du privé fassent de la politique ». Tout de suite après, il y a des notes internes de Michelin qui expliquent comment on aidera les cadres, les salariés, hein, comment on les aidera à faire de la politique, en aménageant un peu les tâches, etc. C'était 2014. Aujourd'hui à Clermont-Ferrand, hein, l'ancien patron des Gravenches, on le présente dans la presse comme le manager de l'équipe pour les municipales de Jean-Pierre Bremas. Hein. L'ancien DRH, ancien directeur de la DOU, si je me trompe, et conseiller départemental. Il a des tâches très importantes qui lui sont confiées, comme le circuit de charade. Il est candidat à la mairie de Beaumont. Il a beaucoup défendu l'abattement fiscal pour Michelin en traitant les élus du front de gauche de bolchevique à l'époque. Donc il s'est vraiment battu pour cet abattement. Et puis, cerise sur le gâteau, on le sait tous, Eric Fédy, directeur centre-sud Europe et le candidat de la République En Marche, investi par la République En Marche à Clermont. Donc, ma question c'est la suivante. Pendant des années, au conseil municipal de Clermont, il y avait 5, 10, 15 ouvriers qui
défendaient, ils n'étaient pas tous d'accord. C'était pas peut-être forcément tous des bons gestionnaires, j'en sais rien. Mais en tout cas, le lendemain du conseil municipal, ils étaient dans l'atelier, ou alors ils étaient dans la cité. Hein. Et donc, ils défendaient d'une certaine manière tout le temps les intérêts des classes populaires. Hein. C'est pas les ouvriers, quand ils veulent que des salariés d'entreprise rentrent dans les conseils municipaux. Hein. Ce sont des cadres qui veulent reprendre cette ville. Alors ma question, c'est la suivante. Est-ce que l'emprise de Michelin, on la connaît, hein, tout le monde l'a dit, est-ce que cette emprise avait déjà pris la forme d'un investissement carrément du champ politique, et deuxième question, est-ce que c'est aussi le rapport de force qui permettait qu'on les tienne loin de ça? Voilà. Donc, est-ce que le néolibéralisme est en train de faire un nouveau Michelin-Ville d'une certaine façon, en voulant prendre la ville elle-même? Je ne suis pas sûr que je sois c'est plutôt un débat, j'ai envie de dire. J'ai pas de légitimité plus que d'autres de répondre. En termes historiques, si, peut-être, par rapport au passé. Michelin, effectivement, ne s'est pas engagé dans la politique directement. Il a pas mis ses... Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas de politique, au contraire, hein, évidemment. Michelin, c'était plutôt un travail de lobbying auprès des parlementaires par le biais du poids qu'il a pu acquérir, notamment au moment de la guerre. Les guerres ont été des moments décisifs pour renforcer le poids de Michelin sur les politiques. La guerre de 14-18, au sortir de la guerre, il est extrêmement puissant dans les couloirs du gouvernement. Et la guerre, après-guerre aussi, après 40. Les Michelin, il faut quand même pas, même si effectivement aujourd'hui on en voit un qui est au premier rang, je dirais, il ne faut pas croire que les Michelin ont été absents, la famille Michelin n'était pas présente, mais je crois, pour en avoir discuté avec un historien qui a travaillé sur le Michelin et l'urbanisme à Clermont-Ferrand, il y a pratiquement, je pense, depuis l'après-guerre, il y a toujours eu un membre du conseil municipal qui était Michelin, voilà, qui faisait le lien avec Michelin. Et donc, voilà, aujourd'hui, on voit bien, Michelin, il passe par une autre forme d'action. C'est plus le système social, c'est la culture, c'est d'autres formes. C'est l'utilisation des médias. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, ils sont passés à un autre stade. Effectivement, il faut en prendre acte. La façon dont la politique est menée à Clermont-Ferrand, ils estiment qu'il faut passer à un autre stade, effectivement. Voilà. Alors qu'on peut dire que depuis l'après-guerre, donc ce que j'ai pas parlé dans mon exposé, je vais pas revenir sur les choses que j'ai pas dites, mais juste c'est quand même important. Robert Marchadier, c'est important de le dire, même si c'est dans la brochure, Marchadier aurait dû être maire de Clermont-Ferrand en 1945 à son retour de déportation. Le Parti communiste, dans le comité de libération qui se tient en janvier 1944, j'ai les documents originaux, quand les différents courants du mouvement de la résistance discutent sur le partage des postes de responsabilité au lendemain de la libération, le Parti communiste qui est en position de force dit « nous proposons Robert Marchadier ». Or, au moment un an après, 6 mois après, le préfet, nommé par De Gaulle, nomme comme responsable de la délégation provisoire de Clermont-Ferrand, c'est pas municipalité, c'est délégation provisoire, nomme Gabriel Montpied. Voilà. Et le Parti communiste, à ce moment-là, ne dit rien. Et Robert Marchadier aurait pu être maire une deuxième fois, puisqu'il mène la liste communiste en 1947, et la liste communiste, on l'a sans doute oublié aujourd'hui, mais la liste communiste, elle arrive en tête, devant les socialistes, devant Gabriel Montpied, le maire sortant. Et ce sont les voix des élus MRP du conseil municipal qui feront élire Gabriel Montpied. Voilà. C'était une... Je ne suis plus sur Michelin, je suis désolé, mais ça m'a permis d'aborder cette question. Oui, simplement, je voulais ajouter par rapport à ce que vous disiez, qu'effectivement, moi, j'ai vécu Michelin de l'intérieur. Donc, je peux témoigner qu'effectivement, il y a eu un très très gros virage
après les années 68, avec la remise en cause profonde et de tous les mécanismes, on va dire, perfides qu'avait mis en place Michelin pour contrôler la ville, si bien que Michelin et ses dirigeants ont mis un acharnement maniaque à s'en détacher. Et puis, les années ont passé. Et c'est simplement à partir de, on va dire, 1995, quelque chose comme ça, en particulier avec l'histoire du tramway à Clermont-Ferrand, où en fait, là, Michelin a réalisé qu'il pouvait avoir une nouvelle forme de puissance. Et effectivement, ça s'est concrétisé par la mise en place du tramway sur pneus, qui... Comment ? Oui, du tramway. Oui, donc du fameux tramway sur pneus, qui est, à mon avis, une erreur technique. Mais il y avait encore beaucoup de timidité à l'intérieur jusqu'en 2010. Et là, je l'ai vécu de l'intérieur, puisque effectivement, il y avait des injonctions à ne pas s'immiscer dans la vie locale. Et par contre, là, tout a changé. Vous l'avez précisé, effectivement, via les activités culturelles, par exemple, ça a commencé comme ça. Michelin maintenant est partenaire du FRAC, effectivement. Et il y a effectivement toute une autre forme d'imprégnation du néolibéralisme dans les institutions qui prend forme actuellement. Et c'est tout à fait congruent avec la République en marche. Voilà. Ça les marche. C'est pas une marche arrière, c'est une autre façon de J'en profite, il y en a qui partent pour l'organisation. On a oublié de le dire, oui, il y a cette brochure aussi qu'on a fait, le cahier de l'IHS, qui vaut 2 €, donc que l'on vend. Donc on vous invite à l'acheter. Enfin, il y en a déjà pas mal qui sont partis. Donc il y a l'expo, on vous le dit. Et d'autre part, cette soirée, en fait, on a engagé un certain nombre de frais. Donc l'entrée est gratuite. Donc vous pouvez soutenir cette organisation, donc soit en achetant d'une part le cahier de l'IHS. À ceux qui veulent adhérer à l'IHS, on est une association web 1901. Donc il y a des syndiqués CGT, il y a des non-syndiqués CGT au sein de l'IHS. Et puis ceux qui veulent apporter leur contribution peuvent le faire, laisser contribution. On a organisé cette soirée. On a des frais. Bon, la salle nous est prêtée gratuitement par la ville de Clermont-Ferrand. On organise un point. L'impression du cahier va nous coûter plus cher que 2 €. Mais on pense organiser l'année prochaine, certainement peut-être avec Eric, une conférence ou un exposé peut-être sur le syndicalisme pendant la Seconde Guerre mondiale. On a d'autres projets pour 2020. Donc voilà, vous pouvez soutenir comme vous voulez. C'est là. Oui, tu vas trop loin. Un des épisodes les plus sordides de l'activité politique de Michelin, c'est quand même le soutien qu'il a apporté à la cagoule. D'après l'historienne Annie Macquarise, c'était des membres des cadres Michelin qui avaient le projet qu'on peut qualifier de fou, mais on a vu en Italie que ça a abouti, c'était d'enlever Léon Blum, de mener un chantage pour conduire un certain nombre de mesures revenant sur le Front populaire, pour évidemment exécuter Léon Blum. Alors, est-ce que la CGT, est-ce que Marchadier avait pris pleinement conscience de la gravité de ce qui se passait chez Michelin, qui était, à mon avis, celui qui fournit les fonds, on sait qui commande très largement. Alors, Jacques, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 10 ans maintenant, la cagoule chez Michelin. Donc j'ai fait paraître un premier article dans une revue italienne, donc c'est un peu confidentiel malheureusement, mais c'est une bonne synthèse à mon avis sur ce qu'est la cagoule Michelin et comment Michelin a financé la cagoule. Et puis donc va apparaître dans les mois qui viennent un ouvrage qui s'appelle Les grandes affaires criminelles en France, et les enquêteurs enquêtent, les historiens enquêtent, et donc j'ai écrit un chapitre sur l'OQTI,
que vous voyez sur le panneau dehors, qui est l'ingénieur Michelin qui a fabriqué la bombe qui a été déposée au siège du patronat le 11 septembre 1937. Le siège du patronat s'est effondré en tuant deux gendarmes qui étaient de faction. L'objectif de la cagoule, c'était de faire croire que c'était un coup d'État, c'était un attentat communiste pour susciter un coup d'État à la Franco en France, et donc pour arriver au même résultat. Robert Marchalier était parfaitement conscient de la gravité du complot et de l'implication des Michelin. Des matraques, des centaines de matraques ont été découvertes dans l'usine Michelin en 1930, début 1938. Une vingtaine de cadres et ingénieurs ont été impliqués dans le complot. Il faut savoir donc le groupe d'autodéfense que j'ai évoqué tout à l'heure, il avait quand même 300 personnes à Clermont-Ferrand. La caractéristique de ce groupe d'autodéfense, c'était non seulement le plus puissant de France en dehors de la région parisienne, mais surtout sa caractéristique, c'était le seul armé. Et armé pourquoi? Parce qu'il a été financé par Michelin. Et Vogel, qui évoquait aussi dans l'exposition un chef de service, un salopard avec les femmes de la filature, a été celui qui, en 1945, quand il est arrêté par les gendarmes en Corrèze, là, le procès verbal, il est aux archives du Parti communiste, il est aussi ailleurs, aux archives du Puy-de-Dôme, mais il avoue, il dit, c'est Marchalier, c'est Michelin, Pierre Michelin, qui finançait la cagoule et il a versé tant de millions. Voilà. Avant-guerre, les gars, ils n'ont rien lâché parce qu'ils étaient sous le serment, ils avaient prêté serment. Celui qui rompait le serment était condamné à mort par la cagoule. Donc ils se sont tous tus, sauf le critique que vous verrez dehors, sur lequel j'ai écrit. Mais oui, la CGT était parfaitement consciente, et je crois que c'est aussi ça qui explique, je l'ai évoqué dans mon exposé, c'est aussi ça qui explique, je pense, la force de la mobilisation des Michelin en particulier ici, parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient confrontés à un patron qui voulait écraser le mouvement ouvrier, comme ils l'ont fait dans les plantations Michelin en Vietnam, où il s'agissait d'écraser l'embryon de mouvements qui se faisaient. On envoyait spécialement en Vietnam. C'était des gars de la cagoule qui étaient menacés d'être arrêtés en France, on les envoyait là-bas pour diriger la plantation Michelin. Vous voyez, c'était ça l'expérience politique de Michelin, c'est ça. Pour le financement de la cagoule, il y a aussi une source de renseignement intéressante, c'est le procès qui a eu lieu à Versailles en 1947, le procès de la cagoule. En 1946, oui. 1946. Donc le procès de la cagoule. Non, 48, pardon, 48. 47, donc on a passé en définitive quand même tout un débriefing là, sur les financements de la cagoule et le nom des personnes qui ont été impliquées. Oui. Les dossiers de la cagoule, c'est 40 cartons de 1000 pages par carton, les interdictions de photographier. Et 2 ans de démarche auprès de l'administration pour avoir le droit d'y avoir accès. Mais bon, après, vous pouvez essayer de faire des recherches sur la cagoule, il n'y a pas de problème. Ça marche. Il y a d'autres questions? Oui, alors merci beaucoup pour votre travail, mais je vais en demander encore plus. C'est-à-dire, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a intéressé surtout dans ce que vous avez dit, parce que je crois que c'est le seul moment où on a un exemple d'internationalisme prolétarien. C'est quand il s'oppose un peu à la manière commando à l'envoi de pneus pendant la guerre d'Indochine. Donc ce qui m'intéresserait, moi, c'est dans le contexte de tout ce que vous avez dit, comment Marchalier, par exemple, est-ce qu'il y avait des immigrés aux usines Michelin à Clermont, et qu'est-ce qu'ils pouvaient représenter dans la lutte. Et puis, est-ce que Michelin était déjà une multinationale, et comment pouvait se concrétiser à l'époque dans le syndicat la formation sur les multinationales et l'internationalisme prolétaire. Voilà, j'arrête. Ça fait déjà beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Alors très vite, Michelin, c'est une entreprise internationale dès son naissance presque. Alors pas tout à fait, parce qu'elle est née en 85, mais dès 1905, Michelin ouvre sa première usine en Italie, en 1906 en Angleterre, en Allemagne peu après, aux États-Unis, en 1907 je crois. Elle ferme en 1930.
Donc Michelin, effectivement, l'essence de Michelin, c'est l'expansion. Et ce qui est caractéristique aussi Michelin, c'est sa capacité à utiliser les nouveaux terrains qui s'ouvrent. C'est-à-dire que Mussolini envahit l'Éthiopie en 1936, et bien figurez-vous que dès 1937, un général italien mussolinien vient inaugurer la nouvelle usine Michelin en Éthiopie. Voilà. Et vous avez, ça c'est mon travail de bibliothécaire, j'ai pu acheter ça, la revue interne de Michelin en Italie de 1937, qui fait état de cette inauguration. Et on voit une photo de Mussolini sur un cheval, et le titre c'est Mussolini, le plus grand conquérant depuis la période romaine. Et ça, c'était le bulletin interne Michelin. Vous voyez, voilà, l'internationalisme chez Michelin, c'est ça. Alors chez les ouvriers, évidemment, c'est plus compliqué d'appréhender les choses. Il y avait effectivement des ouvriers, notamment des ouvriers espagnols avant-guerre, des ouvriers du Maghreb. Après-guerre, on le sait, les Portugais, je ne vais pas vous dire des choses, dans les années 60-70, des ouvriers de la Yougoslavie. Voilà. Pour l'époque Marchadier. Alors pour l'époque Marchadier, les ouvriers étrangers, il faut le savoir, j'ai évoqué les renvois massifs de la période 26-1930. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michelin a renvoyé en priorité les ouvriers étrangers. Il y a eu 4000, la population étrangère du département, elle baisse de 4000 en quelques mois. C'est les étrangers qu'on a virés en premier. Après, on a viré des femmes, on a viré parfois les pères de familles nombreuses parce que ça coûtait cher en allocation familiale, puisque Michelin avait des allocations familiales. Voilà. Les ouvriers, la question ouvrière d'internationalisme est très peu présente dans les documents syndicaux, hormis les évocations notamment des grèves des plantations Michelin justement au Vietnam dans les années 30. Sinon, évidemment, ce qui reste l'internationalisme, il va se concrétiser surtout par la solidarité avec l'Espagne républicaine. Ça va vraiment être très fort, notamment chez Michelin, mais pas seulement. C'est vraiment un sentiment très fort de la classe ouvrière, ce sentiment cette volonté d'aider l'Espagne républicaine et ce déchirement, y compris pour les socialistes, parce que leur gouvernement refusait d'aider l'Espagne, alors que beaucoup de socialistes étaient aussi pour l'aide à l'Espagne républicaine. Et ça, il y a une photo d'un camion acheté justement par le syndicat des produits chimiques, une ambulance qui a été envoyée justement pour les brigades internationales grâce à cette solidarité. C'est surtout sous cette forme que ça s'est traduit. On clôt dans 10 minutes, donc c'est les dernières. Bonsoir. En parlant de Michelin et l'extrême droite, les usines Michelin en Espagne, sous Franco, sont les seules qui n'ont pas été nationalisées. Les autres manufacturés, Firestone et autres, avaient été nationalisées. Tandis qu'à Aranda, l'usine n'a pas été nationalisée. Et en plus, les Basques, là aussi, qui avaient été fortement secoués par Franco, et puis se sont quand même un petit peu parfois aussi vengés sur certains cadres de Michelin. Bon, si les Basques, on peut parfois leur reprocher peut-être certaines violences, mais enfin, malgré tout, vu tout ce qu'ils ont subi, je connais bien l'histoire du Pays Basque, étant bordelais, et ayant des liaisons avec le Pays Basque. Là aussi, il y a quand même des choses qui sont, enfin disons, là aussi, Michelin et l'Espagne et Franco, il y avait les mains dans la main. Oui, très rapidement sur cette question, là aussi j'ai un peu travaillé dessus. J'ai acheté des photos pour la bibliothèque pour laquelle je travaille, la bibliothèque du patrimoine, le fonds régional. J'ai acheté des photos de militaires formés, militaires espagnols, franquistes, formés par des Michelin en Espagne. On les voit avec le tableau noir. Effectivement, ce qui caractérise Michelin, c'est qu'à l'usine de San Sébastien, elle a continué à tourner sous Franco. Et il a envoyé des ouvriers ou des ingénieurs pour faire tourner l'usine, alors que théoriquement, les engagements du gouvernement Blum, c'était pas d'armes, pas d'aide économique à l'Espagne. Vous voyez, et ça a été d'un sens, effectivement, l'aide aux militaires, elle n'a pas arrivé aux républicains, mais par contre, l'aide des patrons pour faire tourner l'usine qui fabriquait des pneus pour les franquistes, ça, Michelin, on l'a laissé faire.
Effectivement, c'est quelque chose qui est peu connu, mais qui est réel. Il faut rappeler que le Saint-Sébastien, c'est aussi le lieu de rendez-vous de tous les caboulards qui ont fui la France. La plupart ont été réfugiés à Saint-Sébastien. Il y a peut-être aussi des liens. Oui, oui, moi j'avais eu une question, et puis un commentaire personnalisé. Ma question. Pardon. Oui, une ou deux questions. C'est qu'à un moment donné, bon, je suis un peu arrivé à la parce que le gars est carré, je suis pas rentré dans ce cas. Et il a parlé que finalement, Marchadier était considéré comme un anarcho-syndicaliste. J'ai un peu l'impression, dans tes propos, que finalement, il a été plus persécuté de l'intérieur par la CGT et par le PC que finalement par Michelin. Et je ne ressens pas qu'il y ait eu l'influence de Michelin au niveau des structures, qu'elles soient syndicales ou politiques, et qui s'est servi de certaines personnalités dans ce sens-là. Donc peut-être que tu n'as pas les éléments, mais je pense que ça existe toujours de nos jours et que ça existait incessamment sous peu, et je pense en faire partie des victimes. C'est pour ça que je suis un peu déçu, je m'excuse. Je pensais que ça irait beaucoup plus loin, qu'il y aurait un rapprochement de ce qui se fait, y compris aujourd'hui. Notamment, je vais passer en tribunal, vous ne savez peut-être pas, contre Michelin. Je viens d'être licencié après 40 ans de boutique. Bon, ça concerne personne, les PCF, la CGT, on s'en fout. J'ai été caractère à la CGT au PC pendant de nombreuses années. Et donc, je sais que ça marche beaucoup ici. Et donc, je passe au mois de février le 6 parce que j'étais licencié pour une aptitude à tous les postes. Vous voyez, je suis un imputant, je suis un malade mental, enfin, je dois être un anarcho-syndicaliste aussi, comme Marchadier. Et donc, je vais être certainement encore une fois sacrifié sur les défis. J'ai gagné déjà une fois contre Michelin et vous avez ça pour discrimination syndicale. À l'époque, la CGT allait jouer peut-être son rôle. Actuellement, c'est pas tout à fait le cas. Bon, heureusement qu'elle m'a permis de m'enrichir intellectuellement. Je dis bien intellectuellement, c'est financièrement, c'est pas total. Ceci dit, merci de ton intervention, mais honnêtement, il me manque quelques éléments que j'étais venu un peu chercher. Je ne sais pas si tu es capable de me répondre. Merci, je m'excuse si j'en ai baissé quelques-uns. Et j'ai toujours été rouge, CGTiste et je le reste. Je ne pourrais pas te répondre. Je n'ai pas eu l'impression de diminuer la responsabilité de Michelin dans la situation de Marchadier ou la situation des militants syndicalistes CGT. Après, effectivement, à un moment donné, quand est survenu son désaveu, je pense que la responsabilité de Michelin, elle était assez éloignée. Voilà, c'est tout. Après, je te renvoie à la lecture de la brochure et on en discutera après, si tu veux, où tu auras peut-être plus de détails. Voilà. Je suis ouvert à la discussion. Une ou deux questions et on termine. Jean-Philippe Mangeon, donc je remercie Éric Pampou pour son travail, puisque j'ai moi-même travaillé beaucoup sur le dossier de Robert Marchadier. Je voudrais signaler deux choses, moi, qui m'ont particulièrement enthousiasmé dans ce travail, outre le courage de Robert Marchadier, c'est le courage qu'il a fait preuve effectivement dans certaines circonstances, et notamment à la prison de Bellevue à Saint-Étienne, où il s'est comporté avec un grand courage et avec une grande détermination, puisqu'il a participé beaucoup à l'évasion de 30 militants sur les 100 qui étaient emprisonnés, les 100 militants communistes emprisonnés à la prison de Bellevue, et qu'il a malheureusement dû lui-même choisir les 30 qu'il a participé à faire évader avec lui. Et ça lui a valu aussi, je pense, beaucoup d'ennuis par la suite, parce que, évidemment, ceux qu'il n'avait pas choisis, et il y en avait un certain nombre de Clermont-Ferrand, je ne donnerai pas de nom, mais qui lui en voulaient beaucoup de ses choix, mais quand lui-même était en lien avec un certain nombre de services secrets russes ou anglais. Donc je pense que cet épisode-là a été aussi un épisode sûrement marquant et important. Et le deuxième épisode dont je voudrais parler, c'est celui, là encore, de son courage et de l'importance qu'il a eu à Dachau, puisqu'il participe
le 1er mai 1945, il intervient et il fait des discours à côté d'Edmond Michelet, de Vincent Badier, de grandes personnalités qui seront ministres par la suite, ce qui montre bien l'importance quand même du personnage. C'était quelqu'un de courageux, d'important, et je crois que c'est important aussi. Moi je suis content, c'est une forme d'hommage quand même qu'on lui rend aujourd'hui, et je pense que c'est quand même important que la mémoire de la ville n'oublie pas quelqu'un comme Robert Marchadier. Très rapidement, effectivement, la libération de ces prisonniers, elle a suscité polémique, parce que quand on doit choisir 30 personnes sur une centaine, et que certains finiront dans la centrale de Hesse, d'autres finiront à Dachau et d'autres finiront morts, évidemment, ça ne peut que susciter des réactions. Je dirais que Robert Marchadier a une responsabilité indirecte, c'est-à-dire qu'en fait, cette évasion, elle a été décidée de l'extérieur par la direction du parti, et que Robert Marchadier, comme souvent dans ces questions-là, ne s'est jamais exprimé, n'a jamais répondu. Moi, j'ai des lettres de personnes qui lui ont fait des reproches. J'ai lu aussi que des gens avaient écrit au Parti communiste, au comité central, après-guerre, pour se plaindre. Robert Marchadier ne s'est jamais exprimé, mais la décision ne venait pas de lui. C'est pas lui qui a décidé, il a fait des choix. Notamment, les choix, c'était de prendre en particulier des militants aguerris pour éviter que se reproduise ce qui s'était passé au Puy-en-Velay, où une centaine de prisonniers s'étaient évadés, et la plupart ont été repris, et certains sont morts, et donc on ne voulait pas éviter ça, on voulait éviter ça. Donc voilà. Mais c'est effectivement quelque chose qui aussi fait partie du dossier Marchadier, j'ai envie de dire. Sur la question du 1er mai, oui, le 1er mai 1945, eh bien, il y avait quand même un certain nombre de gens. À Dachau, il y avait quand même du monde. Hein. Il y avait des gens qui avaient de la stature, des hautes responsabilités. Eh bien, celui à qui on a fait appel pour faire le discours, ce 1er mai, cette journée des travailleurs, eh bien, c'est Robert Marchadier. Je crois qu'effectivement, ça montre qu'y compris à Dachau, il avait une certaine légitimité. Une dernière question. Juste une précision, les gens qui ont été envoyés à Hesse se retrouveront à Dachau avec le bataillon de Hesse, et ils se retrouveront à Dachau et ils seront livrés à la Dessreich par Pétain, qui les emmènera donc à Dachau. Mais c'était des résistants FTP qui étaient à la centrale de Hesse. Il y aura 12 fusillés et les 1200 autres partiront à Dachau. Mais Marchadier ne faisait pas partie du bataillon de Hesse. Tout à fait, oui. Hesse, donc c'était une centrale, je crois, en Garonne. Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne, pardon, où étaient prisonniers, notamment en grande majorité des militants communistes, et donc qui se sont révoltés. Et ce sont les Allemands qui sont intervenus, et donc, comme l'a dit Nicole, ont été ensuite tous un train envoyés à Dachau, et donc nombreux sont morts dans ces circonstances. C'est juste un petit hommage. Je voudrais qu'on rende hommage aussi à Madame Marchadier, parce que je voudrais bien savoir comment elle a pu vivre toutes ces péripéties de son mari, et je crois qu'elle travaillait elle aussi, elle a travaillé chez Michelin aussi. Non, sa première épouse travaillait chez Michelin. Ah, c'est sa première épouse. Ah oui, d'accord. Parce que j'en avais entendu beaucoup parler par mes parents, qui la plaignaient beaucoup aussi. Et je crois qu'elle avait un travail très dur chez Michelin. Alors, moi j'en profite, donc je l'ai dit tout à l'heure du vernissage, je l'ai dit dans mon introduction, effectivement j'ai une pensée pour Marie-Thérèse, sa seconde épouse, alors je n'ai pas connu sa première épouse. Donc Robert Marchadier avait 2 enfants, 3 enfants, pardon, Yvette, Jean-Claude est encore vivant, Yvette est décédée, et Pierre, le fils qu'il a eu avec Marie-Thérèse, qui est présent, que je salue, avec Sandrine, son épouse. Voilà, et donc sa seconde épouse, Marie-Thérèse, a été une militante communiste jusqu'au bout, une vraie militante, et elle a porté donc vraiment la mémoire de Robert Marchadier, et je l'ai dit, hein, c'est elle qui a l'initiative du fait qu'une rue de Robert Marchadier porte son nom aujourd'hui. Voilà, donc je salue sa mémoire. Et un rond-point de Cournant.
Et un rond-point de Cournon aussi, c'est vrai, il faut le rappeler, puisque c'est Cournon où Robert Marchellier a passé les 15 dernières années de sa vie à peu près, où il avait fait construire sa maison. Entre Cournon et le centre. Bien. Si vous êtes d'accord, on peut en rester là. Eh bien, merci à vous. Et au plaisir de se revoir et de se retrouver pour d'autres moments.